Donc merci à vous de vous être déplacés, d'avoir bravé tous les éléments qui sont contre nous. Merci quand même à ceux qui sont derrière leur écran et qui vont suivre cette séance qui s'inscrit dans le cycle La vie selon, de cycle de rentrée de la Cité des sciences et de l'industrie, qui, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui assistent pour la première fois à ces séances, porte sur le regard d'un ou d'une scientifique sur le concept même de vie, à la fois dans sa propre discipline, dans ce domaine de recherche, dans les découvertes et dans son appréhension même de son métier. Donc on a des scientifiques très différents les uns des autres, dans des disciplines extrêmement différentes les unes des autres, ce qui donne une grande richesse d'appréhension de ce cycle et de ce thème. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Lecointre. Bonjour. Guillaume Lecointre est présenté, comme vous pouvez le voir sur les écrans, comme un zoologiste. J'ai regardé quand même zoologiste par rapport à zoologue. J'ai vu qu'il n'y avait pas tellement différent. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un terme anglo-saxon, voilà, et un terme plus français, voilà. Donc j'avais envie de dire zoologue, et puis bon, je me suis dit que c'est vous qui alliez choisir. Systématicien, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, conseiller scientifique du président du muséum, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. On peut citer Le Monde Vivant, puisqu'il est en coédition avec France Culture, chez Grasset, avec Bruno David, et puis le collectif Quel futur pour le vivant, paru aux éditions de l'Aube, ce qui m'amène tout de suite à préciser quelque chose que nous verrons au cours de cette séance, de cette soirée. C'est la distinction que nous allons faire, enfin que vous allez faire, surtout vous, au cours de cette séance, entre le vivant, sur quoi vous travaillez. Vous allez nous expliquer, pour commencer, comment vous travaillez sur le vivant, avant d'aborder la question de la vie, qui nous a semblé plus large comme concept. Donc pour commencer, pour bien préciser les choses, je pense que zoologue, on voit à peu près. Le grand public voit à peu près ce que c'est. Systématicien, déjà un petit peu moins. Peut-être faut-il commencer par définir les termes et de vous demander comment le zoologue et le systématicien que vous êtes abordent le vivant. Le systématicien, c'est celui qui classe, qui ordonne ce fameux vivant. La systématique, c'est la science des classifications. Elle va se proposer de fabriquer des boîtes dans nos têtes, c'est-à-dire des concepts. Dans les boîtes, il va y avoir des êtres vivants. Et puis sur la boîte, on va coller un nom, parce qu'en fait, les classifications sont faites pour parler. On ne pourrait pas faire de biologie en donnant un prénom à chaque mouche qui vole ou à chaque ver de terre. Donc on a besoin de mots de portée générale. Et le systématicien, c'est celui qui va fabriquer des mots, fabriquer des concepts. On va mettre dans une même boîte, dans un même concept, des êtres vivants parce qu'ils sont apparentés entre eux. Voilà. Donc le systématicien, il va travailler sur les apparentements. Alors, en termes techniques, ma profession, c'est, excusez-moi du terme barbare, phylogénéticien, PHY-LO, phylogénéticien. Ça veut, la phylogénétique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la science qui se propose de retrouver les degrés relatifs de parenté entre les êtres vivants. Qui est cousin avec qui partage quoi avec qui ? Voilà, c'est ça. Qui est cousin avec qui nous partageons plus avec un chat et un chien, ou un chien, que nous ne partageons avec une poule. Et nous partageons plus avec une poule, elle est plus proche cousine par rapport à nous, que elle ou nous ne le sont d'un ver de terre, etc. Donc l'arbre du vivant va fournir la classification. En deux mots, voilà. Puis zoologiste, zoologiste, c'est... je fais de la classification sur les animaux. Voilà. Alors, les vivants, ou les êtres vivants, je crois que derrière la première question, il y en avait une deuxième. Quelle est cette façon de regarder le vivant ? Le vivant, qu'est-ce que ça serait ? Évidemment, le scientifique que je suis travaille sur la diversité du vivant. Et d'abord, je vais m'intéresser à la diversité entre espèces, qui est fascinante, qui donne une sorte d'appétit de connaissance, d'où viennent toutes ces formes vivantes aussi variées les unes des autres, d'où ça vient tout ça, comment on peut le mettre en mots. Donc on regarde la variation entre les espèces, mais surtout le propre de la biologie, parce que tout ça, ça fait partie de la biologie.
Le propre de la biologie, c'est de regarder la variation. Alors si vous me dites qu'est-ce que c'est que le vivant, je vais vous dire, c'est ce que regarde la biologie. Bon, ça ne va pas vous arranger si je vous réponds ça. Oui, mais quel est cet œil particulier que la biologie va porter sur les objets d'étude, sur ces objets d'étude, qui ne serait pas l'œil de la physique ou qui ne serait pas l'œil de la chimie? Et en 2 mots, c'est facile à envisager. Quand on a eu un cours de chimie ou un cours de physique, on sait que les objets que regardent la physique et la chimie ne sont pas individués. Un électron qui tourne ici autour du noyau de l'atome, il ne porte pas un prénom, l'électron. Il ne s'appelle pas Pierre, Paul ou Jacques. L'électron, il est défini universellement par sa masse et par sa charge, et on ne s'intéresse pas à l'histoire de chaque électron. Tous les électrons sont les mêmes. C'est ce qu'on appelle des invariants. Eh bien, justement, l'œil du biologiste, ça n'est pas celui-là. La biologie commence à être de la biologie au moment où elle accorde de l'attention à l'individu, c'est-à-dire aux individus au pluriel. Le propre de la biologie, c'est d'embrasser complètement l'histoire de chaque individu et de rendre chacun unique. Pour la biologie, chaque individu est unique. Alors que pour la physique, chaque électron est un invariant, c'est un universel, si vous voulez. La biologie va prendre à bras le corps le fait que dans cette salle, il n'y ait pas 2 personnes qui aient le même visage. Et puis même si la biologie regarde vos cellules, il n'y a pas 2 de vos cellules dans votre corps qui soient identiques. Et aujourd'hui, on mesure ça. On ne savait peut-être pas le faire il y a 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui, on sait mesurer la quantité de mutations somatiques entre 2 cellules de votre foie. Voilà, on sait à quel point les individus biologiques sont uniques. Donc, pour dire les choses clairement, le vivant, c'est la variation. Le vivant, c'est ce qui regarde la biologie, et la biologie, elle est outillée intellectuellement pour prendre à bras le corps, pour endosser la variation. Ce qui fait que la biologie, elle regarde les phénomènes à l'échelle de population. C'est une science statistique, la biologie. On n'a pas vraiment de loi, mais on fait des stats, parce qu'on sait que la variation est toujours là. Il y a une moyenne, il y a un écart type. On ne s'occupe pas des êtres vivants comme on s'occuperait d'un moteur de voiture. Les choses sont plus, évanescentes, plus variables dans leur phénomène, quoi. Vous parlez de la statistique. Il y a 2 autres disciplines, me semble-t-il, les disciplines ressources, que sont la génétique et l'anatomie, dont vous vous servez. Oui. Alors, bien sûr, hein, la biologie, elle a multiples disciplines à sa disposition pour regarder le vivant à plusieurs étages. Mais à chaque fois, son œil va être populationnel. C'est là-dessus que j'essayais d'insister. C'est que même en génétique, on sait qu'il y a de la variation entre des copies du même, entre guillemets, du même gène dans la population. Et on va quantifier cette variation statistiquement. En anatomie, on a une notion pour tamponner les variations individuelles. En anatomie, on a une notion qui s'appelle l'homologie. Si je dis pavillon de l'oreille, je fais allusion à un truc qui dépasse de la tête, là. Anatomiquement, je peux le définir par la situation de ce pavillon par rapport au reste des organes du corps. Je sais très bien que dans le détail, chaque pavillon de l'oreille dans cette salle est unique. Je peux même quantifier, si je fais de la morphométrie géométrique sur chaque pavillon de l'oreille, je peux même quantifier la différence entre ces pavillons. Néanmoins, le même mot, même si je sais que chaque pavillon de l'oreille a une forme unique, le même mot, néanmoins, sera attribué aux différents pavillons de cette salle, présents dans cette salle. En anatomie comparée, l'homologie, homo, le même, logos, le discours sur les mêmes, c'est la gestion langagière de ce qui se ressemble dans le vivant. On va donner le même nom à des trucs dont on sait très bien qu'ils sont tous uniques, mais allez, il va bien falloir... on ne peut pas faire d'anatomie ou même de biologie en donnant un prénom à chaque pavillon de l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là s'appelle Paul, celui-là s'appelle Jacques, parce que vous n'êtes même pas symétrique en plus. Enfin bref, voilà. Donc la biologie, c'est vraiment la science de la variation. Et c'est ce qui la différencie, c'est ce qui fait que la théorie de la biologie n'est pas la théorie de la chimie ou de la physique. Il y a quelque chose de plus. Depuis quand classe-t-on le vivant?
Depuis quand classe-t-on le vivant? Depuis que les humains l'exploitent, c'est-à-dire depuis que les humains font de la cueillette et de la chasse, sans l'avoir vraiment érigé comme projet scientifique. Il y a eu besoin de parler de ce qui existe. Et puis ce besoin, il s'est fait vite. Il y a eu même urgence, parce que si vous faites de la cueillette et que vous ne donnez pas ne serait-ce qu'un mot pour désigner les plantes vénéneuses, ou celles même que vous risquez de... celles dont vous risquez de mourir si vous les ingérez, il va falloir mettre des plantes dans des catégories, et vite fait, quoi. Donc pour manger, il faut déjà classer. Rien que dans un but utilitariste, les humains l'ont toujours fait. Alors si vous me parlez d'un projet scientifique de classification, le projet scientifique de classification émerge au XVIe siècle, enfin un peu après la Renaissance, où il se pose vraiment comme un projet universel de classification. Et il va vraiment adopter son caractère universel avec Linné, le botaniste suédois du début du XVIIIe, où là, il va tenter, Linné, de forger une nomenclature qui devrait être compréhensible scientifiquement par tous les chercheurs, quel que soit le pays auquel ils appartiennent. Oui, donc en fait, un projet scientifique à vocation universelle, c'est début 18e. Ouais. Et est-ce que tous les êtres vivants sont classifiables? Alors en principe oui, parce qu'en science, nous sommes de foutus optimistes. C'est-à-dire que si on a, un projet de travail avec des méthodes appropriées, la science ne dit pas tout est connu, elle dit tout est potentiellement connaissable ou explicable avec les moyens dont je dispose. C'est une posture épistémologique optimiste. Bien sûr, hein, la bonne façon de poser une question en science, c'est de définir, anticiper le temps qu'il va falloir pour répondre à une question selon si celle-ci vous semble facile à résoudre ou pas. Si la réponse est accessible dans les 1 ou 2 ans, on peut se lancer. Dans les conditions socio-économiques dans lesquelles on fait de la science aujourd'hui, si vous posez une question et vous vous dites je n'aurai la réponse que dans 10 ans, votre institution va vous dire mon gars, il faut que tu publies. Si tu publies dans 10 ans, ça ne va pas suffire. Donc, je ne dirais pas qu'il y ait des choses inconnaissables. Je ne dirais pas qu'il y ait des vivants non classables. Je dirais qu'il y a des problèmes plus ou moins difficiles et pour lesquels on sait qu'on a besoin de plus ou moins de temps pour les résoudre. Voilà, c'est une forme d'optimisme. Certains y verraient, je ne sais pas, un impérialisme ou je ne sais quoi. Moi, je ne le vis pas comme ça. Hein. Les scientifiques le vivent comme, une appétence pour la beauté des explications, une appétence pour la compréhension. On s'émerveille de comprendre, en fait. Tout à l'heure, vous utilisiez 3 mots qui revenaient dans la définition même de ce concept, ou cette conception du vivant selon le biologiste. La comparaison, la variation et la diversité. Oui. J'ai presque envie d'ajouter un 4e qui est l'évolution, mais on va peut-être finir, parce que variation et évolution, c'est pas exactement pareil. Oui, parce vous avez raison, on n'a pas fini. Il y a d'autres propriétés, mais je vous laisse continuer. Restons avec ces mots, avec ces 3-4 mots en tête, mais je suppose que cette science de la classification du vivant, puisque vous dites qu'elle a commencé aux alentours du XVIe siècle, a considérablement évolué dans le temps. Depuis Linné, elle a considérablement évolué. Et quand je vous demandais tout à l'heure si tous les êtres vivants étaient classifiables, c'est parce que j'ai en tête quand même parfois des limites ou certains êtres qui rentrent dans une catégorie et demie ou 2 catégories. Prenons un exemple, le dauphin. Mammifère ou poisson Oui. Vous avez raison. Ça a peut-être évolué dans le temps, ça, la classification de tout à fait, cet être. Tout à fait. Les êtres vivants ne se laissent pas toujours classer facilement, si je peux le dire comme ça. Il peut y avoir des ambiguïtés. Ce qui fait du dauphin un mammifère, si vous regardez un dauphin de loin, c'est caché. Alors, il y a des attributs de mammifère qu'il a perdu. Il y a un attribut de mammifère très visible, c'est ce fameux pavillon de l'oreille dont je parlais tout à l'heure, ou les poils, par exemple, ou les mamelles.
Et ou la mandibule, alors ça c'est caché, hein, la mandibule faite d'un seul os. Chez un dauphin, tous ces caractères de mammifères faciles à reconnaître s'estompent. Le pavillon de l'oreille est perdu secondairement, les poils également. Il reste quand même quelques poils sur les museaux des baleines, mais bon, bref, la plupart des cétacés n'ont plus de poils. Les mamelles, il y en a, mais ça se présente pas vraiment comme ça se présente chez nous. Le lait est injecté dans la bouche du petit sous pression, grâce à des muscles spécialisés. Donc c'est pas tout à fait la succion dont il est question dans l'allaitement chez les dauphins. Et puis voilà, ce qui reste du dauphin de mammifère vraiment, c'est cette mandibule faite d'un seul os qu'on appelle l'os dentaire. Mais ça, on ne le voit pas de l'extérieur. Il faut voir le squelette du dauphin pour bien voir que la mandibule est faite d'un seul os et qu'il y a 3 os dans l'oreille moyenne. Enfin, je ne rentre pas dans les détails anatomiques. Oui, alors voilà, il y a des ambiguïtés Mais ça veut dire que, pardon de vous interrompre, ça veut dire que l'évolution même du vivant, ouais. C'est-à-dire d'un être, par exemple le vivant, va nécessairement changer la classification de cet être et donc peut faire évoluer la science même de la classification. Oui, c'est-à-dire que l'évolution du vivant n'est pas nécessairement linéaire et cumulative. Il y a des accidents. On est terrestre. Alors là, je parle à l'échelle de millions d'années. Je ne parle pas à l'échelle des individus. Mais voilà un groupe, les mammifères, qui a toujours été terrestre depuis 200 millions d'années. Et puis tout à coup, certaines portions des mammifères sont aquatiques, deviennent aquatiques. Il n'y a pas que les cétacés, il y en a d'autres. Les pinnipèdes, les phoques et les morses, etc. Voilà des changements évolutifs qui impactent beaucoup l'anatomie externe de l'animal, interne peut-être un peu moins, mais externe en tout cas. Et ça peut nous tromper. Il y a aussi ce qu'on appelle des convergences. Chez les mammifères, on fait 3 fois de la taupe. Il y a une taupe chez les marsupiaux. À l'extérieur, c'est de la taupe, mais à l'intérieur, c'est du kangourou, anatomiquement parlant. Il y a la taupe de nos jardins, qui est apparentée au hérisson. Et puis, il y a la taupe d'Afrique du Sud, qui est apparentée aux tenrecs, qui sont des drôles de bestioles africaines, mais pas spécialement apparentées aux 2 précédentes. Voilà, donc 3 fois, on fait de la taupe. Alors, si on classe sur la forme générale, on se dit, on fait une boîte avec, on dit que c'est des taupes. Puis quand on regarde à l'intérieur, l'anatomie, il n'y a plus rien à voir. C'est comme le Canada Dry. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. À l'extérieur, ça ressemble à un truc. À l'intérieur, c'est autre chose, quoi. Et donc, il y a des petites surprises comme ça, bien sûr, parce que l'évolution est foisonnante. Elle ne suit pas de plan préétabli. Ça part en avant, ça repart en arrière. On fait 2 fois la même chose indépendamment. Tout n'est pas nécessairement hérité. Enfin, toutes les ressemblances ne sont pas nécessairement héritées d'un ancêtre commun. Il y a du brouillage. Voilà, c'est pour ça que ça met un peu de piment dans la classification. J'aimerais vous amener un autre exemple dans les trucs qui se classent difficilement, parce que ça va concerner notre sujet, c'est les virus. Déjà, vous le mettez dans les vivants? Alors voilà, ça va être la question de la soirée, parce qu'on va aborder pardon, la question. Oui, on parle de virus. Rien que d'en parler. Rien que d'en parler, j'en tousse, vous voyez. Les virus, ils sont amusants parce que justement, ils sont, comme on dit en anglais, borderline. C'est-à-dire que il y a 30 ans, quand vous faisiez vos études de biologie, on vous expliquait que les virus ne faisaient pas partie du vivant parce qu'ils n'étaient pas autonomes dans la gestion chimique de ce qui se passe dans une enceinte close qu'on appellerait la cellule. En fait, on avait une vision du vivant à l'époque très centrée sur la structure cellulaire. On disait un vivant, c'est quoi? On isole un intérieur d'un extérieur. Et le vivant, en gros, c'est la capacité à lutter contre l'entropie. En gros, c'est-à-dire à maîtriser un ordre à l'intérieur de la cellule. La mort, c'est la perte de cet ordre et de cette maîtrise. Et on revient dans un système où on maximise l'entropie. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cellule, elle contrôle, entre guillemets, les réactions chimiques qui se passent en son sein. Et comme on dit vulgairement aujourd'hui, elle gère, vous voyez, elle gère. Voilà. Bon. On avait une vision très gérer le métabolisme du vivant. Mais j'aimerais ce soir vous proposer un autre principe
qui me semble plus juste. On a dit tout à l'heure variation. Variation, certes, mais si ce qui a varié ne se transmet pas, à un moment donné, ça meurt avec le porteur de la variation. Les enfants ressemblent à leurs parents. Les personnes ici qui ont le visage d'un certain type, si elles ne transmettent pas ces caractéristiques morphologiques, eh bien, si ces caractéristiques ne sont pas transmises, elles vont disparaître avec l'individu lorsqu'il mourra. Quand je disais que la biologie s'occupe de la population, oui, mais je n'ai pas tout dit. Cette population, il faut la penser sur un temps plus long que le temps de l'individu. Et c'est là que ça nous fait rejoindre l'évolution, parce que si la biologie ne regarde que des individus dans le temps de leur vie, on ne comprend pas tout du vivant, en fait. Pour comprendre le vivant, on a besoin du temps long. On a besoin de savoir ce que c'est qu'un lignage généalogique. Pourquoi ? Parce que ne serait pas vivant simplement un lignage qui ne se maintiendrait pas dans le temps. Les individus vivants sont périssables, ils meurent, et comme les individus, comme ils sont mortels, les individus, le lignage généalogique ne se maintient dans le temps que parce que les individus qui sont morts sont remplacés par d'autres. Donc le vivant, c'est le renouvellement aussi. Quand vous regardez un rocher ou une montagne, ils ne se renouvellent pas. D'ailleurs, ils ne se transmettent pas. Les minéraux ne transmettent rien. Ils ne varient pas et on ne peut pas... On peut les comparer, tiens. Ils peuvent varier. Ils peuvent, parce que, par exemple... Ils sont divers. Mais c'est tout ce qu'ils ont de... Voilà, vous avez raison, ils sont divers, voilà. Mais vraiment, la différence avec un être vivant, c'est que cette variation n'est pas transmise. Alors que dans le vivant, il y a une propriété supplémentaire par rapport à celle qu'on a amenée, qui était la variation, c'est la transmission. C'est-à-dire que si on ne transmet pas à un alter ego, à un autre, à un individu qui nous ressemble, si on ne transmet pas quelque chose, il n'y a pas lieu qu'on en parle longtemps, parce que si ce n'est pas transmis, ça mourra avec l'individu. Donc quand on transmet un virus, c'est que le virus nous fait vivre quand vous transmettez un virus, vous rendez service au virus, c'est lui qui se transmet. Oui, parce qu'il ne rend pas forcément service. On peut mourir d'un virus qui vit sur le dos du vivant. Donc, Voilà. Donc il y a cette caractéristique essentielle du vivant, qui est la transmission. Voilà. Alors ça permet de penser le vivant dans la profondeur du temps. Et j'insiste sur le fait que les corps vivants ne peuvent pas être compris s'il n'y a pas l'histoire des vivants dans l'œil du biologiste. Je prends un exemple. À 6 semaines de développement embryonnaire, l'embryon humain développe 9 vertèbres caudales, 9 vertèbres de la queue. Quelques semaines plus tard, sur les 9 vertèbres de la queue, il y en a 4 qui vont disparaître et il y en a 5 qui sont conservés. Et puis ces 5 qui sont conservés vont se souder au sacrum et ça fait le coccyx. Pour construire un coccyx, si vous regardez un corps biologique avec l'œil de l'ingénieur, vous vous dites, mais pourquoi, quel est l'imbécile qui est allé me construire 9 vertèbres, à quoi ça sert d'en faire 9 si c'est pour en perdre 4 ? Et évidemment, que le corps, quand on le regarde avec l'œil de la conception, en fait, l'œil du designer, si je peux le dire comme ça en anglais, le concepteur, le vivant ne se comprend pas. Vous ne pouvez comprendre pourquoi il y a un œuf au début des vertèbres et pourquoi on en perd 4 que si vous savez que dans l'histoire du vivant, les primates ont eu une queue et que le démarrage du développement embryonnaire ont fait plusieurs vertèbres caudales, en effet, et qu'il y a un événement postérieur, évolutif, qui correspond à la perte de la queue et à l'émergence du coccyx. Et donc c'est un ordre temporel dans les événements évolutifs qui font comprendre pourquoi on a des trucs qui servent à rien, qui se mettent en place. Par exemple, vous avez 3 muscles du pavillon de l'oreille, le muscle supérieur, le muscle inférieur et le muscle postérieur. Ces muscles-là sont beaucoup utilisés, vous l'avez vu chez votre chat. Votre chat a une audition extrêmement efficace par orientation de son pavillon de l'oreille, les lapins aussi. Et puis chez votre chat, c'est même encore mieux. Il vous communique son humeur grâce à la position de ses pavillons de l'oreille. Vous savez si votre chat est bougon, de mauvaise humeur, avec la position des oreilles du chat. Voilà. Bon. Alors ces muscles-là, ils servent chez le lapin, ils servent chez le chat, mais chez nous, ça fait bien longtemps qu'ils ne servent plus, et nous ne sommes plus capables de remuer les oreilles. Néanmoins, nous avons ces muscles
qu'on ne peut pas comprendre si on regarde un corps seulement sur le plan, on va dire, de la conception de l'ingénieur, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ces muscles-là, on ne les comprend que parce que ce sont des restes de l'histoire, en fait. Donc je ramène cette histoire, d'histoire. La biologie s'intéresse à l'histoire et ce qui a été transmis dans le passé. Donc variation, transmission. Alors revenons au virus. Parce que finalement, le virus, qu'est-ce que c'est? Les virus, ce sont des kits moléculaires agencés au hasard. Des milliards de combinaisons virales sont mortes de ne pas avoir eu les bons gènes, mais de temps en temps, il y a tellement, de toute façon, d'individus, les abondances sont tellement importantes, que de temps en temps, dans les variations moléculaires, il y en a quelques-unes qui se retrouvent fortuitement pourvues de manière à aller exploiter des cellules. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les virus varient, se transmettent, puisqu'ils utilisent des cellules hôtes pour se transmettre, pour se multiplier, si vous le préférez. Ils changent dans le temps. Pardon ? Ils changent dans le temps. Ils changent dans le temps, absolument. Les différents variants du SARS-CoV-2, on l'a bien vu. Récemment, dans une pandémie, vous avez des milliards de particules virales qui mutent, parce que le vivant n'est pas stable de toute façon. La matière vivante n'est pas stable. Enfin, au-delà d'un certain seuil, elle n'est pas stable. Donc c'est normal que ça mute. Et des variants, naturellement, sortent du chapeau, sans que personne ne l'ait voulu. Ça, c'est vraiment le propre du vivant, varier et se transmettre. Et ceci sous contrainte. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire une chose, c'est que... On a oublié le mot contrainte, encore. Tous les systèmes vivants sont sous contrainte. C'est-à-dire que aucun vivant ne vivrait dans un monde infini, illimité. Vu que les vivants ont besoin d'énergie, parce qu'il y a des réactions chimiques qui sont à l'origine de cette capacité à transmettre et puis à capter des ressources aussi, bien sûr. Et donc, il y a des ressources à capter. Ces ressources ne sont pas illimitées. Tant que les ressources sont disponibles, ça y va, le vivant se définit par sa propension précisément à s'engendrer, mais jusqu'à atteindre des limites, quoi. Et ces limites, ça fait que les variations momentanément les mieux pourvues dans les conditions du moment laissent plus de descendance que les variations, laissent plus d'alter ego que les variations moins bien pourvues. Et ça porte un nom, ça s'appelle la sélection naturelle. Si vous avez le triptyque variation, transmission, sous contrainte, eh bien, vous avez de quoi faire ce qu'on appelle de la sélection naturelle. Et ça nous amène à une définition du vivant qui est très inclusive, en fait. Et vivant, tout ce qui subit la sélection naturelle. Donc les virus en font partie. Ouais. Ça nous ramène à la sélection naturelle, et donc ça nous ramène à Darwin, qui, dans l'histoire de cette science qui est la vôtre, Guillaume Lecointre, est sans doute le penseur le plus important encore aujourd'hui. Et oui, parce qu'il y a eu... De quelle manière ? De quelle manière ? Oui, parce qu'il a pensé... Alors, ça peut vous surprendre, mais au début, la première impulsion de Darwin, la première impulsion théorique, ça n'a pas tant été d'expliquer comment le vivant change au cours du temps. Mais figurez-vous que là où Darwin est le plus percutant, le génie de son moment, de son époque, c'est d'avoir expliqué l'origine de la ressemblance. Donc de la stabilité. Ouais. C'est-à-dire, si je pose la question de la manière la plus basique possible, pourquoi un chat et un chien se ressemblent ? Ils ont tous les deux des poils, ils ont tous les deux des pavillons aux oreilles, ils ont tous les deux une truffe, ils ont tous les deux une paire d'yeux. Pourquoi ils se ressemblent ? Alors que, si je regarde les variations à l'intérieur du chat et les variations à l'intérieur du chien, ces variations semblent être sans limite. Enfin, Darwin porte son œil sur la variation. Il va se renseigner sur la façon dont les horticulteurs et les éleveurs exploitent cette variation pour emmener des animaux vers des horizons, ou des cultivars, s'agissant des plantes, vers des horizons anatomiques que jamais dans la nature on aurait vu apparaître. En 15 000 ans, l'homme vous fait, avec un loup, il vous en fait un chihuahua ou un ouatekel.
Donc cette variation, il voit bien qu'elle a un potentiel énorme. Comment ça se fait que dans la nature, ça varie pas autant que ce que les horticulteurs et les éleveurs sont capables de faire? Dans la nature, il y a quelque chose qui semble resserrer les formes. La bonne question, c'est pas de savoir pourquoi ça change. Parce que le pourquoi ça change, c'est déjà inscrit dans la matière. La matière, elle se définit par son changement même, philosophiquement. Et matière, ce qui change. Et donc, la bonne question en biologie, c'est pourquoi ça ne change pas alors que ça devrait changer plus? Pourquoi le vivant ne part pas en sucette comme ça peut le faire avec les horticulteurs et les éleveurs? Et donc, Darwin va comprendre que l'origine de la ressemblance dans l'espèce, elle tient au fait qu'à chaque génération, l'espèce en question est élaguée. Les variations les plus extrêmes sont éliminées. Alors, dit d'une manière plus façon sélection là, naturelle. c'est pas entre le chat et le chien, c'est entre un chat et un autre chat. D'accord, dans l'espèce. Vous avez raison. J'ai changé de sujet, entre cours. C'est juste pour suivre. Hein. Oui, non, mais vous suivez. C'est moi qui est passé. Je suis passé sur la ressemblance. Ce qui fait qu'un chat reste un chat et ne devient pas un chien, justement. Voilà. C'est qu'il répond aux deux questions. Il y a bien celle, bien sûr, de l'origine de la ressemblance dans l'espèce. Et il y a celle de l'origine de la ressemblance entre espèces. Alors, j'ai sauté de l'un à l'autre, mais vous faites bien de me reprendre. Si on s'intéresse à la ressemblance dans l'espèce, on reviendra sur le chat et le chien. Eh bien, c'est que les populations sont élaguées, ce qui explique pourquoi les chats ressemblent aux chats et pourquoi les chiens ressemblent aux chiens. C'est que les chats les plus extrêmes, qu'on n'aurait même plus osé appeler un chat, il n'est plus là pour qu'on en parle parce qu'il est déjà mort. Hein. En gros, la variation dans les populations, elle est resserrée à chaque génération, tant que le milieu est stable, hein, bien sûr. Hein. Si le milieu change, il se passera autre chose. Mais si les conditions du milieu, du moment, sont stables, eh bien, la sélection naturelle va expliquer, en effet, pourquoi les individus vont se resserrer autour d'une moyenne, on va le dire comme ça. Donc, c'est l'origine de la ressemblance. Ouais. D'ailleurs, le sous-titre... Hein, de l'origine des espèces. De l'origine des espèces, le sous-titre, c'est la préservation des variations favorisées dans la lutte pour l'existence. Il parle de préservation, il ne parle pas d'évolution ou de transmutation dans le sous-titre. Et ça, c'est bien donc l'origine de la variation dans l'espèce. Et alors, il y a aussi l'origine de la ressemblance. Décidément, ma langue commence à fourcher. Le virus me joue des tours. C'est bien l'origine de la ressemblance dans l'espèce dont on parle là. Et il y a aussi l'origine de la ressemblance entre espèces. Je reviens à mon chat et à mon chien. Pourquoi se ressemblent-ils? Eh bien, parce que là, c'est le deuxième pilier de l'explication darwinienne, c'est la généalogie. C'est-à-dire que si le chat et le chien se ressemblent entre eux, alors qu'ils ne font pas de petits ensemble aujourd'hui, on pourrait dire les chats et les chiens ont des caractères communs parce qu'ils font des petits ensemble. Non, tout le monde sait que les chats et les chiens ne font pas de petits ensemble. Et ça fait fort longtemps que leurs ancêtres, d'ailleurs, ne font plus de petits ensemble. Justement, s'ils ont des caractères communs, c'est que il y a des ancêtres communs, mais qui ont vécu il y a très longtemps. Et ça, c'est ce qu'on appelait la filiation, en fait. La filiation qui est finalement ce qu'on cherche à retrouver quand on fait de la phylogénie, qu'on a cité tout à l'heure. Darwin donne un programme de classification qui est phylogénétique, c'est-à-dire le meilleur programme de classification qui soit en sciences naturelles, nous dit-il, au 13e chapitre de l'origine des espèces, c'est un programme de classification fondé sur l'apparentement. Alors, il dit la généalogie, parce qu'il ne connaissait pas le mot. En 1859, le mot phylogénie n'existait pas. Il utilisait le mot généalogie. Je peux vous interrompre là? Oui, je vous en prie. Vous parlez des invariants, des permanences, dans les ressemblances, puisque ça descend d'une certaine généalogie. Mais on peut aussi se demander pourquoi un chat et un chien diffèrent. C'est-à-dire les ruptures dans cette généalogie. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont différenciés plutôt que chercher à retrouver le pavillon de l'oreille, les poils et la queue? Oui, alors ça, c'est tout le sucre de la biologie, c'est d'arriver à faire en fonction des objectifs qu'on se fixe, savoir faire la part de ce qui est différent et de ce qui est semblable, parce qu'il y a un mélange des deux entre les êtres biologiques. Il y a du différent et du semblable. Prenons l'humain non, restons avec le chat et le chien. Le chat et le chien ont de semblables, en effet,
les poils, par exemple, ce que vous avez les dit tout à mamelles. l'heure, les poils, les oreilles, la queue. Et puis ils ont de différents, par exemple l'acuité visuelle, ils ont de différents la conformation des doigts, ils ont de différents la disposition des organes sexuels mâles, enfin j'ai toute une liste de différences bien sûr. Et donc le biologiste, surtout le systématicien, il va voir les êtres vivants comme des mosaïques. Il y a des pièces du puzzle qui sont les mêmes, et il y a des pièces du puzzle qui sont différentes. Et les différentes ont été acquises depuis la séparation de la population ancestrale, dont je parlais tout à l'heure. Les ancêtres ont légué à leurs descendants des traits communs, donc, qui nous permettent d'énoncer des ressemblances. Mais depuis la séparation, l'évolution ne s'est pas arrêtée, bien sûr. Et donc, en effet, il y a eu des événements indépendants dans la branche fille qui mène au chat et dans la branche fille qui mène au chien. Et ces événements indépendants ont construit les fameuses différences dont on parlait tout à l'heure. Sinon, le chien serait chat, ou sinon, le chat serait chien, si vous préférez. Donc forcément, depuis qu'il y a eu rupture des deux généalogies filles, quand je dis rupture, c'est-à-dire impossibilité de faire des petits ensemble, pour des raisons X ou Y variables, il y a une barrière à la reproduction, ce qui fait que les destins, entre guillemets, des deux lignages généalogiques deviennent indépendants et on accumule de la différence. Ça, c'est un principe général en biologie. Hein. La généalogie générale du vivant, elle est divergente. Puisque vous dites fille, ça me fait penser à une autre question à propos de la classification. La classification, elle est nécessairement en deux genres. Est-ce que la classification des êtres vivants est en deux genres, un genre féminin, un genre masculin? Ou est-ce qu'il y en a plein d'autres? Alors, vous faites allusion au type sexuel, c'est ça? Alors, en biologie, on ne parlera pas trop de genre parce que ce mot est plutôt réservé à une couche de phénomènes qui se passe, c'est étudié par la sociologie. Donc le mot genre est plutôt réservé à la sociologie. Si on parle des types sexuels, oui, alors en effet, nous avons les yeux rivés sur des espèces à deux types sexuels, mâles et femelles. Mais il y a des dispositions chez certains êtres vivants où il y a plus de deux sexes. Peu importe, ce qui importe, c'est que deux types différents se rencontrent et ça va assurer la variation, en fait. Parce que la variation, c'est l'assurance vie pour demain. Hein. Les agronomes savent ça depuis longtemps. Une population vivante qui n'est pas variable, elle est condamnée face aux aléas de demain, elle sera condamnée. L'assurance vie d'un lignage, c'est sa variation, en fait. Pour assurer la variation, il y a des bestioles, alors il y a des êtres vivants qui font des dizaines de types sexuels. Je pense au blob, par exemple, Physarum polycéphalum, le fameux blob que vous pouvez voir au parc zoologique de Paris. Il y a 720 types sexuels. Cool. Quand vous rencontrez un partenaire et que vous allez transmettre, vous êtes souvent assez sûr de rencontrer un partenaire différent de vous, ce qui assurera de la variation, en fait, dans la descendance. Ouais. Je crois que très récemment, on a découvert que le crocodile était plus proche des oiseaux que des lézards. Les oiseaux sont des dinosaures. Et ça, c'est une grande surprise de ces dernières années. Est-ce que vous en avez d'autres, comme ça, des surprises et des découvertes du zoologiste et du systématicien récentes? Oui, c'est une bonne question, parce que quand on dit faire des classifications, nous avons tous reçu à l'école une classification... comment dire, selon l'époque où on est, correspondant au programme scolaire de l'époque. Il y a une époque où on nous enseignait les reptiles. Et dans les reptiles, il y avait les lézards, les tortues, les serpents, les crocodiles. Et cette boîte reptile, elle remonte à loin. Elle remonte à une époque où il n'était pas encore question de classer sur les degrés de parenté. C'était avant Darwin, si vous voulez. Et donc, on a gardé dans notre vocabulaire des mots qui nous datent d'avant le nouveau programme de classification darwinien. Alors quand je dis nouveau, ça date de 1859, donc ça fait quand même plus de 150 ans. Mais il n'y a rien de plus difficile que de changer des habitudes classificatoires. Et donc on grandit avec des catégories, mais si on regarde scientifiquement le monde, là, certaines, pas toutes, mais certaines de ces catégories peuvent devenir caduques. Reptiles, au sens ancien du terme, est devenu caduque. Les crocodiles sont en effet plus apparentés
aux oiseaux qu'ils ne le sont des lézards. Et puis ces oiseaux sont eux-mêmes classés aujourd'hui dans les dinosaures, puisque ils portent encore les traits anatomiques qui définissent les dinosaures, notamment dans la cavité qui reçoit la tête du fémur. Il y a une ouverture particulière. C'est un trait anatomique qu'on peut vraiment spécifier avec des mots à coucher dehors, hein, mais il y a une ouverture particulière là, dans la tête, dans la cavité qui reçoit la tête du fémur. C'est un trait dinosaurien que les oiseaux ont conservé. Les crocodiles et les oiseaux partagent ensemble, par exemple, cette fenestration de la mandibule, que les lézards ne présentent pas, que les tortues ne présentent pas non plus. Donc on a quelque chose de... Il y a plusieurs traits anatomiques comme ça chez ces animaux qui les apparentent. Alors évidemment, hein, vous regardez un crocodile, vous avez l'impression que c'est un bon vieux reptile. On a l'impression de voir un gros lézard, mais anatomiquement, à l'intérieur, hein, c'est... On revient à cette question des ressemblances, voilà, les ressemblances trompeuses entre les espèces. Oui. Exactement, ouais, les ressemblances trompeuses. Vous demandiez un autre exemple. Quand on était à l'école, on avait appris les falconiformes. Alors les falconiformes, qu'est-ce que c'était ? C'était cet ordre d'oiseaux qui comprenait les rapaces diurnes. Alors on laissait les chouettes et les hiboux de côté, hein, c'était les strigiformes. Mais on parlait de falconiformes pour parler des rapaces diurnes, les rapaces qui chassent le jour. Et depuis peu, en réinterprétant l'anatomie à la lumière de la comparaison des génomes, la comparaison du matériel génétique donne un arbre donné, et puis sur cet arbre, on plaque l'anatomie, et on se dit « Ah ouais, il y a des trucs qui avaient été des fausses ressemblances, en effet, qui avaient été mal interprétés. » Dans les phylogénies modernes, les faucons, les falconidés, là pour le coup, les faucons, sont plus apparentés aux perroquets et aux passereaux, les petits passereaux qu'on voit dans nos jardins, qu'ils ne le sont des aigles et des vautours. Les aigles et les vautours, eux, sont plus apparentés aux chouettes et aux hiboux. Donc d'un côté, on a les faucons qui sont des faux aigles, excusez-moi, hein, entre guillemets, comme le crocodile serait un faux reptile, le faucon est un faux aigle. Et les aigles, eux, les aigles vrais, sont plus apparentés aux rapaces nocturnes. Donc c'est vraiment une chance vivante, c'est une chance qui varie dans le temps en permanence, qui se transmet, si je me suis bien. Et d'ailleurs, vous, Guillaume Lecointre, vous avez une spécialité dans votre spécialité, c'est que vous aimez particulièrement les poissons téléostéens. Donc je crois que c'est les morues, les maquereaux, les thons, c'est ça, voilà, à peu près. C'est ça. Et on n'a pas encore de classification pour ces vivants-là. Et vous aimeriez bien trouver une classification. Il y a des grands chantiers. Oui, comme je le disais tout à l'heure, un scientifique il va poser une question à l'aune de ce qu'il pressent pouvoir répondre dans un temps raisonnable, socio-économiquement perçu comme raisonnable. Mais j'adhère. Hein, j'ai été directeur de département de recherche pendant 8 ans au muséum. Quelqu'un qui me dit « Je fais une monographie, mais elle ne sera publiée que dans 15 ans, donnez-moi l'argent. » Oui, d'accord. J'espère que vous ferez autre chose aussi d'ici 15 ans. Voilà, c'est une blague, mais enfin, oui, en effet. Alors, il y a des chantiers, c'est vrai. Pendant longtemps, par exemple, les ordres d'oiseaux, on savait mal les relations phylogénétiques qu'ils pouvaient avoir entretenues entre eux. Et donc, on s'est resté longtemps une zone d'ombre. Il n'y a que les approches génomiques de la phylogénie qui ont permis de mieux défricher les relations de parenté entre les ordres d'oiseaux. C'est comme ça qu'on a su que les falconidés n'étaient pas des falconiformes. Bon, excusez-moi, les systématiciens sont... Oui, ils vous arrachent la tête, hein, c'est vrai. Et pour les télostéas, c'est pareil. Si vous regardez les poissons, la plupart des poissons qu'on connaît dans la vie de tous les jours, les maquereaux que vous mangez avec appétit, les morues, eh bien, on avait cru stabiliser une classification anatomique au début des années 90, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, lorsqu'on commence à avoir une image un peu plus précise grâce aux mêmes facteurs technologiques que pour les oiseaux, c'est-à-dire des comparaisons à l'échelle des génomes, et puis des moyens de calcul un peu plus puissants, eh bien, on commence à voir une image générale. Le chantier commence à s'éclaircir un peu. Alors, il y a toujours des zones d'ombre, hein, quand même, un petit peu, mais il y a eu des progrès considérables. Alors, ça ne va pas vous empêcher de dormir, hein, mais je peux vous donner un exemple.
Moi, dans la classification d'il y a 30 ans, la morue, les gadiformes, pour ne pas les nommer, étaient apparentés aux baudrois. Vous savez, la lotte, les lophiformes. Et puis, les Saint-Pierre étaient apparentés aux sangliers de mer, caproidés. Les poissons coffres étaient apparentés plutôt aux poissons plats. Enfin voilà. Bon. Aujourd'hui, le schéma a diablement changé. C'est que la morue, elle est apparentée assez étroitement au Saint-Pierre. Alors ça, c'est complètement anatomiquement inattendu. Les gadiformes sont le groupe frère des éiformes, pour parler dans le jargon. Et puis les baudrois, les lophiformes, sont apparentés aux poissons coffres, c'est-à-dire aux tétraodontiformes. On n'avait pas vu, ou on n'avait pas, comment dire, perçu qu'il y avait des caractères communs entre les deux. Pourquoi ? Parce que la zoologie était un peu fragmentée. Celui qui était spécialiste des tétraodontiformes, des poissons plats, des poissons lunes, non, pardon, pas les poissons plats, les poissons coffres, les poissons lunes, il n'était pas spécialiste. Il ne regardait pas les autres. Il ne regardait pas tellement les autres, en fait. Il y a un peu de ça, quand même. Hein. Il ne regardait pas les baudrois. Alors, il y a un collègue américain, Ted Pitch, qui est spécialiste des lophiformes, avait vu des choses, par exemple, le fait que la moelle épinière chez ces poissons est très, très courte, qu'il y a des cellules spécialisées dans le système nerveux à la surface de la moelle épinière qui sont uniques, que, par exemple, les ouïes, ce qu'on appelle les ouïes, c'est-à-dire la fente qui... en arrière de l'opercule, ces ouïes ne sont pas en forme de fente, mais sont plutôt en forme de trous circulaires. Eh bien, ces caractères-là, on les trouve chez les lophiformes et on les retrouve chez les tétraodontiformes. Et on se demandait, les gars dans les congrès, qu'est-ce qu'ils se racontaient, quoi. Vous n'avez pas vu qu'ils avaient le même caractère, les bestiaux, là Là, c'est des phylogénies moléculaires qui ont révélé, qui nous ont fait changer de regard sur les caractères anatomiques qu'on n'avait pas croisés, en fait. On sent bien, Guillaume Lecointe, vous êtes intarissable, en particulier sur ces poissons téolocéens, qui est votre spécialité, votre passion. Mais le temps tourne, je vois, et je ne voudrais pas qu'on termine cette séance sans faire la distinction entre ce que nous avons dit jusque-là, c'est-à-dire on a tourné autour de la définition du vivant, autour de la classification du vivant, qui est votre métier, et l'autre terme, qui est plutôt le terme de ces cycles, qui est la vie. Donc maintenant qu'on a parlé du vivant et du monde vivant, qui est ce sur quoi vous travaillez comme biologiste, quelle est la vie du vivant ou quelle est la conception de la vie au sein de ce vivant, ou peut-être en prenant encore plus de champs Oui. Le vivant, on l'a vu, hein, c'est l'objet du phénomène. Ce sont les objets qui manifestent le phénomène d'évolution, au sens évolutionniste du terme, variation, transmission, contrainte. Et si c'est ça, le vivant, les virus en font partie. Et avant de passer à la vie, je dirais même que vos cellules uniques, vos cellules de votre corps font de la variation. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas deux de vos cellules qui sont pareilles. Elles transmettent ce par quoi elles ont varié grâce à des divisions cellulaires qu'on appelle des mitoses. Et tout ça, ça se fait sous contrainte. Un corps biologique n'est pas sous contrainte. Il y a des contraintes physiques, il y a des contraintes chimiques, il y a des contraintes de ressources, en dioxygène, etc. Donc le phénomène d'évolution qui est propre au vivant se passe dans votre corps aussi. Ça, c'est une révolution qui a moins de 20 ans, mais que je tenais à dire avant de passer à la vie, parce que c'est comme ça que les nouvelles thérapies contre le cancer sont envisagées. Regardez la tumeur cancéreuse comme un phénomène évolutif et le traiter comme tel, dans une visée thérapeutique, et non pas seulement une visée éliminatoire, comme si on réparait un moteur de voiture. Ceci étant dit, parlons de la vie maintenant. Si je veux être un petit peu plus philosophique, ou voire même poétique, là, je vais le dire de manière un peu plus personnelle. La vie, je la verrais bien aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que scientifique professionnel. La vie, je le verrais bien comme la transmission, en fait. La vie, c'est le phénomène qui consiste à transmettre. Et qu'on transmette par mitose, qu'on transmette en mélangeant ses cellules sexuelles, qu'on transmette des recettes de cuisine, qu'on transmette des langues, qu'on transmette des aptitudes techniques.
lorsqu'un alter ego se voit pourvu d'une nouvelle propriété qui lui a été transmise de ses pères ou de son père, eh bien, on est dans la vie, quoi. Et finalement, aujourd'hui, là, ce soir, ensemble, bah, on fait œuvre de vie, puisque, avec la parole, on transmet quelque chose. Le métier de chercheur, c'est un métier vivant, puisque c'est un métier de transmission aussi. Alors, le métier d'enseignant, bien sûr, mais nous sommes tous vivants parce que nous avons tous transmis quelque part. Nous sommes tous aptes à vivre, ou nous avons fait nos preuves en matière de vie. Nous avons tous transmis en quelque sorte quelque chose à des alter-ego, à nos enfants, à des gens à qui on a envie de transmettre. Bref, si je partais un petit peu sur le côté philosophico-poétique, j'ai envie de dire que la vie, c'est le phénomène de transmettre. Et vous avez compris que je le vois au sens large. Hein. Le métier de chercheur, c'est pas seulement la passion de comprendre, c'est aussi la passion de transmettre. Ouais. Bon, c'est une très jolie fin, je trouve. En tous les cas, une fin provisoire, puisque nous allons transmettre maintenant la parole à la salle pour une vingtaine de minutes, enfin, selon les questions que vous avez. Merci beaucoup, Guillaume Lecointre. Et merci. Je crois qu'un micro va circuler, donc n'hésitez pas à lever la main pour poser toutes les questions que vous souhaitez, plutôt courtes, s'il vous plaît, pour que la parole puisse circuler. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Alors on a vu que le système de classification est très intéressant et formidable, mais il commence à faire un petit peu son temps, et on pourrait dire qu'il commence à devenir un peu obsolète sur certains aspects. Si on vous laissait la chance de faire tabula rasa, carte blanche, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Est-ce qu'il y a des choses que vous garderiez de ce système? Vous parlez du système de classification phylogénétique ou de l'ancien, celui qu'on avait reçu quand on était petit? Il me semble qu'il y a une certaine hérédité entre les deux, non? Une certaine quoi? Hérédité. Ah, non, il y a eu des bouleversements entre les deux. C'est-à-dire que les vieilles boîtes comme reptiles ont explosé, puisque les crocodiles sont plus apparentés aux oiseaux qu'ils ne le sont des lézards. Alors, crocodiles et oiseaux sont mis dans les archosaures, mais les poissons ont explosé aussi, parce qu'une truite est plus apparentée à vous qu'elle ne l'est d'un requin. La truite partage avec nous maxillaire, dentaire, prémaxillaire, frontal, pariétal, tout un tas d'os. Et le requin, d'ailleurs, est plus apparenté à nous qu'il ne l'est d'un lamproie. Nous partageons avec le requin la mâchoire. Hein. La lamproie, elle a autre chose dans la bouche. Donc il y a une rupture quand même. Il y a une rupture entre ces classifications anciennes, si je peux les qualifier comme ça pour faire simple, et puis la classification phylogénétique. Il y a eu quand même pas mal de bouleversements. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que les champignons étaient plus proches de nous qu'ils ne l'étaient des plantes vertes. On partage avec les champignons cette capacité d'avoir le gamète mâle, le spermatozoïde, poussé par son flagelle, alors que chez d'autres êtres vivants, le gamète est tiré par le flagelle. Et donc, il y a des petites choses comme ça qui sont amusantes. Je ne vais pas esquiver votre question. De quoi faudrait-il tenir compte dans le système de classification actuel, le phylogénétique? Il faudrait tenir compte du fait que pour certaines catégories d'organismes, il y a des mosaïques qui s'installent par des transferts horizontaux. C'est-à-dire que, pour l'instant, le système classificatoire, il est calé sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le caractère divergent de la généalogie. Une fois que deux lignées sont séparées, elles ne se rencontreront plus jamais. C'est vrai qu'un chat ne fera plus jamais de petit qu'un chien, et une girafe ne fera plus jamais de petit qu'un éléphant. Et quand je dis plus jamais, c'est qu'ils n'ont jamais fait. Leurs ancêtres, à l'époque où les ancêtres communs faisaient des petits entre eux, c'était ni de la girafe ni de l'éléphant. Voilà. Donc l'arbre du vivant, il n'est pas que divergent. Il est divergent pour les organismes de grande taille à reproduction sexuée. Mais si on s'intéresse justement aux micro-organismes, aux champignons, aux unicellulaires, voire même aux bactéries, et bien là, souvent, il y a des échanges de matériel génétique, alors que les lignages ont divergé depuis fort longtemps. Je prends l'exemple de, par exemple, une salmonelle et une bactérie qu'on appelle Escherichia coli, la bactérie courante la plus connue, hein, la fameuse bactérie de laboratoire.
on a pu calculer sur certains gènes que la divergence de ces deux espèces, elle remonte à 120 millions d'années. En pleine époque des dinosaures, tiens. 120 millions d'années. Eh bien, néanmoins, même après 120 millions d'années de lignage individualisé, elles sont encore capables d'échanger des petits bouts d'ADN. Et donc ça, il faut en tenir compte, en effet. Si vous me demandez qu'est-ce qui doit changer dans le schéma, eh bien, certains organismes vivants, pas vraiment les animaux, hein, mais les micro-organismes, voilà, le schéma, il est plus compliqué. Et les virus, alors entre nous, les virus, c'est des ponts. Hein, c'est des quoi, pardon? C'est des ponts, PONTS. Dans l'océan, par exemple, les virus ont vraiment été identifiés fonctionnellement comme un compartiment qui fait des ponts entre des génomes. Mais c'est ce qui se passe chez nous aussi. Hein. SARS-CoV-2, rappelez-vous, on s'est demandé s'il y avait un bout de cochon, un bout de pangolin et un bout d'humain dans SARS-CoV-2. Les virus, alors le pangolin a été, innocenté depuis, mais il y a peut-être des bouts de chauve-souris, enfin voilà. Les virus, c'est de la recombinaison de pièces moléculaires qui ont été piquées à droite à gauche dans différentes bestioles. Et c'est pour ça que les virus, finalement, font des transferts horizontaux entre des gènes qui sont dans un lignage vers le lignage voisin. Ces lignages eux-mêmes faisant leur vie de chacun de leur côté, ils ne se seraient jamais croisés sinon, mais les virus font des blagues. Donc ça, oui, il faut peut-être en tenir compte. Ouais. Une autre question ? Merci. Je vais compléter le monsieur qui a posé tout à l'heure la question. C'est toujours au niveau de la classification. Est-ce que vous avez une idée de l'équipe de l'INE qui a fait les premières classifications? Est-ce qu'il les a classés avec qui? Est-ce que vous avez l'idée de son équipe? Ah, son équipe? Oui. Question délicate, parce que début du XVIIIe siècle, les auteurs publiaient souvent sous leur seul nom. On va dire que le travail, c'est pas un travail en équipe au sens où on verrait une équipe aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui est inséré dans un réseau. L'INE, il collecte, mais il a aussi beaucoup de relations épistolaires avec des collègues amateurs ou professionnels. Un peu comme Darwin d'ailleurs. Darwin, il ne travaille pas vraiment en équipe, au sens où on serait tous ensemble dans le même lieu, et pas comme aujourd'hui. Darwin, il est dans un vaste réseau de correspondants, et tout le monde lui apporte de quoi l'alimenter, si je peux le dire comme ça. Évidemment, il fait son travail lui aussi de collecte et ses expériences, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il travaille en équipe comme on travaille aujourd'hui. Alors, je serais bien incapable de vous dire, quelle aurait été l'équipe de l'INE. Par contre, l'INE connaissait très bien les écrits de ses prédécesseurs et avait des correspondances avec beaucoup de ses contemporains. Madame, après. Oui, pour définir le vivant, vous avez parlé de transmission et puis, entre autres, de contrainte. Est-ce que cette contrainte, c'est l'adaptation au milieu, justement, qui fait la sélection naturelle? Oui, vous faites bien de poser la question, parce que c'est vrai qu'on a été un peu vite sur cette question, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la contrainte, c'est ce qui va faire le tamis. Le tamis, c'est-à-dire les contraintes vont filtrer toutes ces variations exubérantes. Certaines, je prends un exemple, la contrainte par exemple de la prédation. Si vous prenez une ponte de téléostéens, les téléostéens font couramment, pour beaucoup d'espèces, plusieurs centaines d'œufs par ponte, voire même plusieurs milliers d'œufs. Chez certaines espèces, on va même jusqu'à des centaines de milliers pour une seule ponte. Hein. Le record étant le poisson-lune à 300 millions d'œufs pour une ponte d'une femelle. Et je crois que le thon, c'est 45 millions. Oui, voilà, il y a des 47... Donc bon, vraiment, c'était... Oui, il y a... Voilà, on est vraiment sur des... Alors, si vous mettez toutes ces pontes, enfin, c'est une ponte, pardon, à l'abri de la prédation, dans un aquarium, vous laissez tous les embryons se développer, et
tous les œufs éclore. Les alevins qui vont sortir, les larves, si vous les regardez un petit peu statistiquement à la loupe, eh bien, on peut monter jusqu'à 20% de développement embryonnaire aberrant. Quand je dis aberrant, je veux dire l'animal ne va pas nager, par exemple, aussi bien que ses congénères. Il va avoir un nombre de vertèbres dans la colonne vertébrale qui n'est pas vraiment canonique. Il va avoir 2 ceintures pelviennes. Il va avoir la ligne latérale qui n'est pas finie. Donc il va moins sentir son environnement. Enfin, en fait, entre nous, un développement embryonnaire, c'est une aventure. Il y en a plein qui partent de travers. Et ce que j'appelle les contraintes, c'est ce qui, comme vous dites, ça va réaliser ce qu'on appelle l'adaptation, qui est un phénomène populationnel. C'est que ceux des individus qui nagent pas très bien dans le milieu naturel, vous vous doutez bien que c'est les premiers qui vont se faire attraper par les prédateurs. Et donc, c'est comme ça que la population est élaguée de ces variations les plus extrêmes. Et il va rester une moyenne dont on va dire à l'échelle de la population qu'elle est adaptée, parce que finalement, sa conformation est propice à sa propre survie et à la transmission de ses caractères aux générations suivantes. C'est ça l'adaptation. Ça se mesure en nombre de petits que les variants vont pouvoir laisser à la génération suivante. Et c'est les contraintes, finalement, qui imposent quelque part les critères de cette adaptation. Excusez-moi, j'avais une deuxième question. C'est quand on parlait de... On a l'apparentement de deux espèces. Est-ce que nécessairement ils ont un ancêtre commun qui est relativement proche ou plus proche? C'est comme ça qu'on détermine l'apparentement ou... Oui, tout à fait. Le rôle de la phylogénie, c'est de dessiner des apparentements par une figure qui ordonne dans le temps la succession des ancêtres communs. L'ancêtre commun entre vous et un chimpanzé, c'est 7 millions d'années. Entre vous et un gorille, c'est 10 millions d'années. Entre vous et un gibbon, c'est 25 millions d'années. Entre vous et entre nous, pardon. Entre nous et un babouin, on va monter à 40 millions d'années. Entre nous et un chat, ça va être 65 millions d'années. Et puis, alors, si vous mettez entre nous et une poule, c'est 300 millions d'années. Donc, vous voyez, quelque part, la ressemblance globale, même s'il y a plein de pièges, elle a quelque chose, elle a quand même rapport avec l'ancienneté des ancêtres communs. Et Lucas, c'est 3,5 milliards d'années. Voilà, si vous remontez au maximum, oui. Qui est l'ancêtre commun de tout le vivant. Si on prend tout le vivant tel qu'il existe aujourd'hui, et qu'on essaie de se donner un portrait robot de ce qu'a dû être l'ancêtre commun, ou les ancêtres communs, parce qu'il s'agit d'une population. Je rappelle que la biologie regarde toujours les phénomènes à l'échelle des populations. Eh bien, cette population, il faut bien en tracer un portrait robot. Alors, on sait qu'il y a dû avoir au moins ceci et cela. Et c'est le fameux Lucas dont on n'a qu'une image, un puzzle incomplet, en fait. Last Universal Common Ancestor, Lucas. Madame ? Oui. Bonsoir. J'avais deux questions effectivement de vocabulaire concernant les oiseaux, les dinosaures. Donc vous aviez parlé, on dit toujours les dinosaures se sont éteints et en même temps on entend les oiseaux sont des dinosaures. Est-ce qu'il y a une formulation précise, en plus je suis prof, pour dire aux élèves la distinction donc, de cette grande boîte dinosaures? Dedans il y a des dinosaures aviens, non aviens. Est-ce qu'il y a d'autres termes qu'on peut utiliser pour leur donner un discours clair, net et précis? Alors, il y a plusieurs façons de vous en sortir. Soit vous ne dites pas que les dinosaures se sont éteints, parce que c'est faux. Il y a 2 fois plus d'espèces de dinosaures aujourd'hui qu'il n'y en a de mammifères. Les oiseaux, on est à 11 000 espèces. Chez les mammifères, on est à 5 800 espèces à peu près, aujourd'hui. Alors, l'autre, je comprends bien votre question. Puisqu'on inclut les oiseaux dans les dinosaures. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Il y a d'autres façons de dire, vous en avez déjà fait la suggestion. On peut dire d'une manière un peu savante, les dinosaures non aviens se sont éteints, c'est-à-dire les dinosaures non oiseaux, ou vous pouvez dire les dinosaures de grande taille se sont éteints. Alors après, la grande taille, évidemment, tout dépend où est-ce que vous mettez la barre, mais c'est une manière un peu plus ramassée et peut-être plus compréhensible par un public qui maîtriserait mal le vocabulaire scientifique.
il m'arrive souvent de dire à des très jeunes, les dinosaures de grande taille ont disparu. Mais sous-entendu, alors, et les autres, les autres, c'est les oiseaux, ils sont toujours là. Ouais. Merci, parce que c'est pas moi, mais en fait, même les documents, quand on parle de la crise crétacé-tertiaire, marqué partout, disparition des dinosaures. Donc, il faut déconstruire ça avec eux. Vous avez raison. Les dinosaures n'ont pas disparu, vous avez raison. Et ça... Alors, c'est une affaire qui est pourtant assez ancienne. Enfin, ça, c'est su depuis assez longtemps, finalement. On le savait avant Jurassic Park. Hein. Il y a un film au cinéma qui a œuvré, on va dire, pour ça. C'est le film de Spielberg, Jurassic Park, parce qu'il est beaucoup question, en effet, de l'ascendance dinosaurienne des oiseaux dans ce film. Et donc, ça a popularisé un petit peu l'idée. Mais la découverte scientifique date pas de cette époque-là. Ça remonte quand même à plusieurs décennies. On bascule au début... les paléontologues américains commencent à populariser cette idée-là au début des années 80. Voyez. Donc, on est quand même sur un peu plus de 40 ans. Ouais. Vous aviez une deuxième question? Et oui, moi j'en avais plus, mais bon, après je laisserai passer. Non, ma deuxième question, effectivement, c'était sur les transferts horizontaux de gènes. Pour les populations de micro-organismes, la transformation, la conjugaison, je trouve que c'est assez bien documenté. En revanche, pour les transferts de gènes entre eucaryotes, et notamment entre animaux et végétaux, quand on regarde sur Internet, on a 1 ou 2 exemples qui sont cités, mais qui ne sont pas expliqués. Est-ce que vous auriez une explication de concrètement comment, entre une plante et une autre plante, ou une plante et un animal, il peut y avoir un transfert de gènes? Alors là, vous me prenez à froid. Il faudrait que je trouve un exemple comme ça. Je ne l'ai pas sous le chapeau. Par contre, je verrais plutôt, moi, l'action insoupçonnée des virus. Il y avait un truc avec la rafflesia. Pardon ? Il y avait un exemple avec la rafflesia, la plante qui échangeait des gènes avec je ne sais plus qui, mais voilà, c'était entre eucaryotes. Donc les virus, vous pensez, ce sont les vecteurs, on ne le sait pas encore, parce que ce n'est pas documenté sur Internet. Je vous conseillerais de regarder les virus comme justement agents de transfert, pour le coup. Ouais. On va faire tourner, si ça ne vous ennuie pas, parce qu'il y avait des questions par là. Ouais. Bonjour, merci. Bonsoir. J'ai un souci, je sais pas, à aucun moment on a parlé de race au niveau des catégories, et je me demande à partir de quand on passe de la simple différence à la race, à un changement de race. Comment est-ce qu'on a une idée de la frontière? Alors, du point de vue de la terminologie, race, c'est déjà un terme qui est réservé aujourd'hui à la zootechnie. C'est-à-dire qu'on parle de race lorsque, dans une espèce, les catégories de ressemblance qui sont faites sont statistiquement robustes. Quand une catégorie n'est pas robuste, ça peut vous paraître bizarre de parler de robustesse d'une catégorie, mais quand on fabrique une catégorie, c'est qu'on a des caractères qui justifient qu'on regroupe ces individus dans cette catégorie. Et quand je parle de robustesse, c'est de savoir si ces caractères se contredisent entre eux ou pas. S'ils se contredisent entre eux, la catégorie n'est pas robuste. Et c'est pas la peine de sortir la hache de guerre pour défendre la catégorie. Il suffit de changer un petit chouïa dans les données pour que la catégorie elle explose. Donc on sait que ça ne tient pas la route. Par contre, si tous les caractères qui justifient la catégorie sont d'accord entre eux, il va falloir se lever de bonne heure pour trouver une catégorie alternative. Elle est bien solide, celle-là, vous voyez. Donc ça marche bien dans le domaine de la zootechnie, parce que l'humain a forcé tous les caractères à varier ensemble. Et donc, les races de chiens, ou les races de bovins, ou les races de chats, ce sont des catégories assez robustes, elles sont assez pérennes, elles sont entretenues de la main de l'humain, et c'est pour ça qu'elles sont robustes, d'ailleurs. Donc là, en l'occurrence, le mot race est tout à fait justifié, dans le cas particulier de la zootechnie. Dans le cas de l'anthropologie, alors là, on va basculer chez l'humain, il n'y a personne qui a forcé les croisements. Et donc, les caractères, ils ont varié de manière assez désordonnée les uns par rapport aux autres.
Et ce qu'un anthropologue pourra vous dire, c'est qu'on regarde les races du point de vue anatomique ou qu'on les regarde du point de vue génétique, les catégories qu'on voudrait faire ou qu'on pourrait faire ne sont pas robustes. Selon le marqueur génétique qu'on va regarder, ce n'est pas la même distribution dans l'arbre des mêmes individus qu'on va obtenir. Ce qui fait qu'on va réussir à mettre aucun caractère d'accord. Et on ne parle pas vraiment de race, agissant de l'humain, parce que les sous-divisions ne sont pas robustes. En zoologie, là je ne parle pas de la zootechnie, mais en zoologie spécifiquement, on ne parle pas vraiment de race, on parle souvent de sous-espèces. Alors c'est encore quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais si vous regardez par exemple le pelage des zèbres, Equus zebra, sur le territoire africain, eh bien, on peut déterminer chez le zèbre des races géographiques. C'est-à-dire que ce sont des catégories assez robustes du point de vue des critères physiques, notamment de la taille, la morphologie générale de l'animal, sa taille, et puis surtout la robe, le dessin de la robe. Eh bien, on peut définir des sous-espèces géographiques. Chez les girafes, ça a bien été décrit. Ces sous-espèces géographiques aussi, il y en a quand même plus d'une douzaine, je crois. Et il y a même certaines de ces sous-espèces qui ont été élevées au rang d'espèces récemment. Donc en zoologie, on parle plus de sous-espèces. La plupart du temps, il s'agit de... Mais sous-espèces, ça sous-entend une infériorité ? Non, ah oui, pardon, vous faites bien de poser la question. Non, c'est juste de l'emboîtement. Vous êtes élevé au rang 2, donc vous voyez. Oui, c'est de l'emboîtement, c'est-à-dire que c'est la pensée hiérarchique. Mais hiérarchique au sens d'emboîtement des choses plus générales, plus particulières. Donc quand on dit sous-famille, simplement une sous-famille, c'est des catégories qui sont comprises dans la famille. Et sous-espèce, c'est une catégorie qui est comprise dans l'espèce. Voilà. Est-ce que ceci répond à votre question ? Oui, j'aurais beaucoup d'autres choses, mais c'est pareil. C'est vrai que chacun a beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup. Si vous voulez qu'on parle du saut qui a pu être fait du race au racisme, on peut en parler, il n'y a pas de tabou. Hein. Racisme, c'est la même racine, mais effectivement, on dit c'est pas beau d'être raciste, mais raciste, c'est péjoratif. C'est par l'usage sulfureux qu'on en a fait de cette notion de race. Oui. Et du coup, c'est toujours difficile de dire pourquoi c'est pas bien d'être raciste. Alors, la réponse n'est pas dans la science, en fait. Voilà, c'est plus... Les bonnes raisons de ne pas être raciste, il faut les trouver dans l'arène des citoyens. Et j'en profite pour faire le distinguo, là. J'ai vu à une époque Albert Jacquard nous dire... il y a fort longtemps déjà, il ne faut pas être raciste de toute façon parce que les races humaines n'existent pas, elles ne sont pas robustes statistiquement. Mais l'argument, la prescription est vachement dangereuse parce qu'on avait envie de dire à Albert Jacquard, mais alors, si statistiquement la diversité humaine nous avait montré des catégories robustes, il aurait fallu être raciste, du coup. Si la science avait prouvé qu'il y avait des races, est-ce que ça impliquait de devoir être raciste ? À l'inverse. Et donc, ce retournement de l'argument, il faut le garder en tête. Les bonnes raisons de ne pas être raciste, elles ne tiennent pas au discours scientifique. Il y aurait des races humaines robustes. Il faudrait continuer à cultiver de bonnes raisons de ne pas être raciste. C'est dans l'arène des citoyens que tout ça se passe. Et le racisme, c'est une réduction, en fait. Hein. C'est la réduction de tout ce qui peut faire la diversité des individus à une caractéristique qui, en général, est choisie pour dénigrer la catégorie dont les individus ne peuvent pas sortir. Ils sont emprisonnés dedans. Le racisme, c'est le dénigrement d'une différence qui est pratiquée à dessein. En général, c'est une relation de domination, c'est une relation de pouvoir, ou c'est la gestion d'une anxiété ou d'une peur, mais en tout cas, elle est là pour gérer des problèmes qui n'ont rien à voir avec les problèmes scientifiques de compréhension du monde. Et rappeler que le racisme, en effet, c'est une réduction, l'individu qui se trouve emprisonné dans le discours raciste n'est pas supposé pouvoir s'en sortir. C'est une réduction, ou on appelle ça une essentialisation d'une différence, en fait, hein, mais qui est produite pour un dénigrement. Voilà. Donc évidemment, ça, c'est de l'ordre moral, c'est pas de l'ordre des faits, en fait. On va prendre encore 2 dernières questions, si vous voulez bien. Voilà, les 2 mains se sont levées sur le même rang.
J'ai été étonné, vous n'avez pas parlé une seule fois du mot cladistique. Est-ce que c'est déjà obsolète? Ah, on voit qu'on a des connaisseurs dans la salle. Non, non, bien sûr que c'est pas obsolète. Je le pratique professionnellement tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on a appelé la cladistique? C'est une façon de construire des arbres phylogénétiques. Comment reconstruit-on ces arbres qui nous racontent les degrés relatifs de parenté entre espèces? Dans le comment, il y a une méthode de travail qu'on a appelée la cladistique. Alors, pour la définir, non, on ne va pas la définir maintenant. Elle n'est pas obsolète, en tout cas, je réponds à votre question. Elle n'est pas obsolète. Une méthode qu'on continue à pratiquer. Comment garantir de fabriquer des groupes qui contiennent un ancêtre et tous leurs descendants? C'est ça le but de la cladistique. Hein. C'est ce qu'on appelle faire des groupes monophylétiques. Des groupes à une seule souche. Et sinon, votre science utilise beaucoup de données, des big data, comme on dit maintenant. Je suppose que vous utilisez les intelligences artificielles pour exploiter ces données. C'est marrant, je ne le présenterai pas comme ça. Oui, aujourd'hui, quand on compare des génomes entiers, il y a beaucoup de données. Quand j'ai commencé ma carrière, le défi, c'était un défi d'acquisition des données. On avait des méthodes de séquençage d'ADN très poussives. Voilà, on était très rapide sur le traitement informatisé des données, sur l'application cladistique, mais informatisée. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est qu'on vous séquence un génome humain en une journée. Et puis, il y a des big data, comme vous dites, hein, mais après, il faut la puissance de calcul pour arriver à rendre sens de ces données. Alors, je suis pas touché par ça encore. Voilà, on ne fait pas de la fouille de données, mais on a tout de même un défi aujourd'hui de savoir comment ranger nos données qui deviennent foisonnantes. En tout cas, pour ce qui est du calcul de l'arbre, ça va encore. On s'en sort. Alors, pardon, monsieur, en fait, on ne vous avait pas vu. Donc, il y a madame qui s'est ajoutée, mais je ne vous oublie pas, vous serez donc le dernier. Madame. Merci. Il y a un autre mot qu'on n'a pas dit, enfin que vous n'avez pas dit, c'est épigénétique. Je voulais juste savoir si l'épigénétique a sa place dans la phylogénie aujourd'hui, et si oui, laquelle? L'épigénétique, elle a sa place dans la théorie de l'évolution générale. Du côté transmission. Alors, on a vu tout à l'heure que les deux piliers de l'évolution, il y avait sélection naturelle d'un côté et il y avait filiation de l'autre, la généalogie ou la phylogénie, si vous voulez. La phylogénie explique la ressemblance entre espèces, la sélection naturelle explique la ressemblance dans l'espèce. Pour faire de la sélection naturelle, il faut le module transmission. Et votre épigénétique, elle est là. C'est-à-dire que l'épigénétique, c'est une transmission de court terme de conditions de lecture des gènes, c'est-à-dire l'individu a subi un certain nombre de stress environnementaux, enfin des conditions environnementales qui vont imprimer certaines têtes de lecture des gènes dans la génération suivante. Alors chez la souris, si je me souviens bien, on doit être à 3 générations. L'influence épigénétique, c'est-à-dire qu'est-ce que les parents, par leur expérience individuelle de vie, vont avoir légué comme mode de lecture des gènes dans la génération suivante. C'est 3 générations chez les souris. Par contre, il y a 4 ans, il y a eu un papier dans Science qui montre que chez un nématode, un petit ver de laboratoire qu'on appelle Caenorhabditis elegans, c'est 14 générations. Des marques épigénétiques de stress thermique expérimentaux en laboratoire, on a pu mesurer que ces traces se maintenaient sur 14 générations. Bon, l'épigénétique, c'est de la transmission de court terme. Mais elle n'est pas côté phylogénie, vous voyez, pour répondre à votre question précisément. Elle n'est pas côté phylogénie, elle est plutôt côté sélection naturelle. C'est connaisseur, hein? Monsieur. Oui, ça concerne des classifications. C'est un problème qui est pas nouveau, hein. Je voulais savoir si maintenant on est plus sur les ressemblances que sur les différences. Hein. Parce que quand on classifie, souvent on peut trouver des ressemblances, soit on peut séparer par des différences. Hein. Donc c'est ce qu'on fait ça très bien dans les méthodes factorielles en mathématiques. Tout à fait. C'est des choses qui font très bien avec les outils modernes. Hein, ça rejoint tout à fait la question de monsieur sur la cladistique, c'est que je vous répondrai le plus possible sur les ressemblances partagées. Ça, c'est vraiment l'esprit de la phylogénétique, c'est que si on sépare un échantillon sur les différences,
on n'arrive pas à retrouver qui est plus proche de qui. Le but, c'est de savoir, c'est d'emboîter des partages, en fait. Les boîtes dans des boîtes dans des boîtes. À chaque fois que vous avez une boîte, vous avez des caractères communs qui justifient la boîte. Communs à ceux qui sont dans la boîte. Hein. Donc on regarde bien les ressemblances. On hiérarchise par emboîtement les ressemblances. Et on n'a pas besoin de spécifier de différence. Ce qui vous unit avec un chimpanzé et un babouin, c'est le pouce opposable, l'opposabilité du pouce. Ce qui vous unit avec tous les précédents, plus le chat, c'est le pavillon aux oreilles et les poils. Et ce qui vous réunit avec tous les précédents, plus la poule, ça va être le fait d'avoir un amnios. Vous voyez, on va emboîter les partages. Donc c'est plus les ressemblances que les différences. Et c'est l'esprit de l'analyse cladistique, précisément. Alors, j'ai une dernière question avant de libérer tout le monde, qui est une question récurrente dans ce cycle La vie selon. Puisqu'on parle de la vie, on parle nécessairement de la mort et donc de la fin de la vie. Il se trouve que quand on travaille sur le vivant aujourd'hui, la fin de la vie du vivant nous fait nécessairement penser à ce qu'on appelle aujourd'hui la 6e extinction. Et donc, vous qui êtes passionné par la diversité du vivant, aujourd'hui cette diversité est en danger. D'où vient l'espoir? Est-ce que votre espoir vient du fait que, si j'ai bien compris, en tout cas, une grande partie du monde vivant nous est encore totalement inconnue? Oui. Alors vous avez dit un mot-clé, vous avez dit mort. Je commencerai par dire que le lignage, pour que le vivant se maintienne, il faut que des lignages généalogiques se maintiennent. Et pour qu'un lignage généalogique se maintienne, il faut que les individus soient remplacés, parce que les individus, ils s'usent. Et que si on regarde le monde réel là, avec l'œil du biologiste, on en arrive à la conclusion que la mort est nécessaire à la vie. Alors, ça paraît provoquant de dire ça, parce que nous sommes égocentrés, nous sommes centrés naturellement sur nous-mêmes, et pour nous, la mort est un scandale. Parce que nous vivons en tant qu'individus. Mais si on se ramène à l'échelle de la population, et à l'échelle du lignage généalogique, pour qu'un lignage se maintienne, il faut qu'il y ait des morts, en fait. Il faut que les individus soient remplacés. Et c'est dans ce sens où je dirais, puisque la vie, c'est la transmission, la mort est consubstantielle à la transmission. Si on transmettait sans qu'il y ait de mort, eh bien, ça serait ignorer tout bêtement les limites. Enfin, le concevoir, ça serait ignorer les limites de ce monde. Et le monde n'est pas infini, hein, il y a des limites. Et donc, le vivant se maintient parce qu'il est contraint par des limites et qu'il y a des individus qui meurent. Ils sont remplacés, hein, ceux qui meurent. Bon. Donc vivons tranquille avec la mort, mais ça va. Je ne vais pas vous convaincre ce soir d'adopter une certaine forme de philosophie de la biologie. Et par contre, ce qui me dérangerait, en effet, c'est que le vivant disparaisse complètement. Ça serait bien dommage. Alors, est-ce que je vais vous servir une conclusion optimiste ou une conclusion pessimiste? Je commence par les pessimistes, comme ça on finira par l'optimiste. Allez, donnons-nous du temps. Prenons les échelles de temps de l'astronome. Eh bien, vous n'ignorez pas, les astronomes vous le disent, que dans 4,5 milliards d'années, la Terre sera absorbée dans le rayon du Soleil, parce que le Soleil deviendra ce qu'on appelle une géante rouge. Et donc, notre planète, elle a un temps de vie limité. Enfin, je ne vais pas dire vie, mais elle a un temps d'existence limité. Et je peux vous dire que bien avant que la Terre ne soit absorbée par le Soleil, il n'y aura déjà plus d'océan, parce qu'il fera trop chaud. Et tout ça, ça sera évaporé. Et ça sera une boule de terre cuite, si je peux le dire comme ça, peut-être même en train de brûler. Bref, le vivant aura disparu depuis longtemps. Donc le vivant tel que nous le connaissons, sa vie est comptée, son existence est comptée. Mais ne vous angoissez pas, elle est comptée à l'échelle de milliards d'années. La Terre a 4,55 milliards d'années. Le vivant, devant lui, il a la moitié de sa vie, en gros. Le vivant existe depuis 3,7 milliards d'années. Il a bien encore peut-être 3 milliards d'années devant lui. Voilà, bon. Allez, ça nous laisse le temps de voir plein de belles choses. Même après, pas nous, mais on ne sera pas là pour les voir. Mais il y aura encore plein de belles choses, c'est sûr, qui existeront. Donc, vous pouvez vous dire, la vie va disparaître. Oui, mais à une échéance telle qu'on peut être content. Échéance moyenne. La biodiversité est menacée aujourd'hui, en effet, par une 6e extinction de masse. Allez, à l'échelle moyenne, à l'échelle de 3 millions d'années, 4 millions d'années, je suis optimiste. Ça fera longtemps que les humains auront disparu et que le vivant aura rebondi.
Il a déjà rebondi sur de multiples crises. 55 phénomènes d'extinction massive sur 550 millions d'années passées. Ça nous fait une moyenne d'une extinction tous les 10 millions d'années. Bon, allez, le vivant a rebondi plusieurs fois. Alors, parmi toutes celles-là, il y a les fameuses Big Five, hein, les fameuses 5 principales. Certes, voilà, bon. Ça, c'est le moyen terme. On pourrait être optimiste sur le moyen terme. Sur le court terme, il faut être pessimiste, par contre. Ce qu'on voit aujourd'hui, si on s'intéresse à du court terme, c'est-à-dire quel vivant allons-nous laisser à nos petits-enfants? Quel vivant allons-nous laisser aller, même dans les 4 siècles qui viennent? Là, ce vivant-là, il a du souci à se faire. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment des extinctions d'espèces, comment dire, à l'échelle des familles, telles qu'on peut les mesurer sur des temps d'évolution de plusieurs centaines de milliers d'années, sur les Big Five, hein, sur les 5 extinctions massives principales. Les extinctions ont lieu sur des échelles de temps qui vont entre 100 000 ans et 2 millions d'années. Donc c'est quand même des extinctions. À l'échelle géologique, c'est court, mais à l'échelle d'une vie humaine, c'est super long en fait. Donc aujourd'hui, il se passe quelque chose qui n'a pas de précédent, c'est la brutalité des disparitions d'espèces. On n'en est pas encore à mesurer les familles entières, mais on y est bientôt. Il y a une simulation qui a été produite dans le journal Nature en 2017 qui montre qu'à l'horizon 2070, dans 50 ans, en zone intertropicale, je dis bien en zone intertropicale, les mammifères et les oiseaux sauvages de plus de 10 kg auront disparu. Je dis bien à l'état sauvage. Hein. Ils peuvent se maintenir dans des parcs, dans des zoos, mais à l'état sauvage, les milieux auront tellement été impactés par les besoins agricoles et la fragmentation par les infrastructures humaines, populations humaines qui, comme vous le savez, en zone intertropicale, restent les populations dont la démographie est la plus dynamique. Eh bien, en effet, les milieux naturels dont ont besoin ces grands mammifères et ces grands oiseaux seront si lourdement impactés qu'on n'aura peut-être plus d'animaux sauvages. Donc, ce que je vous dis là, ça sonne comme une sonnette d'alarme, mais c'est pas parce que le vivant a toujours rebondi à l'échelle des millions d'années qu'il faut se déresponsabiliser sur ce qui va se passer dans le siècle qui vient. Aujourd'hui, on a une érosion des démographiques. On le voit bien, hein, on n'a pas des espèces qui disparaissent brutalement devant nos yeux, mais on a des diminutions d'abondance. Diminution d'abondance d'insectes en Europe, les fameux insectes ailés dont il ne resterait plus en abondance, toute espèce comprise, qu'il ne resterait que 20% aujourd'hui de ce que c'était en 1976. 80% des abondances d'insectes ailés en Europe auraient disparu en 40 ans. Diminution d'abondance des oiseaux champêtres, ça a été décrit en France aussi. Donc oui, à court terme, inquiétons-nous. Mais ne nous déresponsabilisons pas. Voilà, inquiétons-nous et responsabilisons-nous en effet pour le court terme. J'essaye de jongler avec les échelles de temps pour dire c'est pas parce que le vivant s'en sortira sur le très long terme que cela nous déresponsabilise sur le très court terme. C'est difficile de jongler avec les échelles de temps, c'est vrai. Mais c'est votre vie quotidienne. Merci Guillaume Lecointre. Je vous en prie. Et merci à vous.